Bah, qu'est-ce que tu fais là? Ah, hop, je t'avais pas vu. Sac passé Captain, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui pour un petit devlog, épisode 4. Alors, si t'as pas suivi la série, je t'invite à aller voir l'épisode 1, je te mets le lien dans la description. Aujourd'hui, on va parler de comment on choisit, comment je vais pouvoir choisir une plateforme. Alors, si ça t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te détailler mon choix, je vais te dire pourquoi je suis parti sur ce choix-là et on va voir qu'il y a plein de choses à voir, il y a plein de compromis à faire. Donc on regarde ça tout de suite en vidéo. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev, ici je t'aide à devenir un meilleur développeur. N'hésite pas à t'abonner à mes emails privés, c'est le premier lien dans la description. J'envoie un email tous les matins à 9 h dans ta boîte mail. C'est rempli de contenu, d'astuces, t'as le détail de ce que je suis en train de faire. Donc t'auras un peu plus de détails sur le devlog, des trucs que j'ai pas le temps de mettre en vidéo. Donc c'est le premier lien dans la description, mais c'est vraiment si t'es motivé à ouvrir un email tous les jours. Dedans il y a aussi des promos pour mes formations. Si tu n'as pas l'intention d'ouvrir les mails, s'il te plaît, ne t'inscris pas. Sans plus tarder, on passe à la vidéo. C'est parti. Ok, là je suis devant l'ordi, alors attention, parce que là on est en mode devlog, donc je filme. Bon du coup, je vais installer la caméra juste au-dessus de l'écran, comme ça je pourrais te parler en regardant mon plan. Voilà, on est mieux. Donc rappelle-toi, dans la précédente vidéo, c'était une vidéo sur comment choisir une librairie, donc je détaillais un peu ma méthode pour trouver une petite librairie à utiliser au sein de mon projet. Là, on va prendre un peu du recul et on va faire le lien avec l'épisode 2 qui parlait, lui, d'architecture. Ok, finalement, quand on va choisir une stack technique et en soi une plateforme, les deux fonctionnent ensemble. Je vais revenir très rapidement pour essayer de mettre un peu des mots sur ce que je suis en train de dire, sur les termes que j'utilise. Alors, la stack technique, c'est vraiment l'ensemble des outils que tu vas utiliser. Ça peut être aussi bien des librairies, ça peut être des frameworks, ça peut être tout un tas d'outils, tout un tas de technologies que tu vas utiliser. C'est ce qu'on appelle une stack. Tu les groupes ensemble pour créer un projet et en faire une appli. Ce que je vais appeler la plateforme, finalement, c'est, entre guillemets, je vulgarise un peu, hein, c'est l'endroit où tu vas venir déployer tout ton code, où tu vas venir poser ton appli pour qu'elle puisse fonctionner. Et donc ce qu'il faut pas oublier sur un petit projet comme ça, c'est que finalement, il faut que ce projet-là, ce soit pour toi un terrain pour apprendre. Le but, c'est pas de faire un truc que tu sais déjà faire, à moins que tu aies envie de vendre ton produit très rapidement. Là, le but, c'est vraiment de prendre en main des nouveaux outils, de créer quelque chose qui apporte de la valeur et d'en tirer des leçons. C'est pour cette raison que je me suis intéressé au cloud. Qu'est-ce que c'est le cloud? Encore une fois, je vulgarise, je prends des raccourcis. Finalement, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Oui, tu vas pas déployer sur ton serveur à toi, mais tu vas le déployer sur un serveur qui va souvent être virtualisé. C'est-à-dire que tu peux louer l'équivalent d'une machine. Alors le cloud, ça va me permettre de déployer une appli sans avoir à gérer de serveurs, sans avoir à gérer d'infrastructures. Alors petit disclaimer, je ne suis pas expert DevOps, donc s'il y a des approximations, ne te déchaîne pas dans les commentaires. Si tu veux plus de DevOps, je t'invite à aller voir la chaîne de Cocadmin, il en parlera bien mieux que moi. Donc en faisant mes recherches, bien sûr tu tombes sur les gros mastodontes du cloud, à savoir AWS, Google Cloud et Azure. Alors il y en a d'autres bien sûr, mais c'est souvent ceux qui reviennent. Si tu te demandes ce qu'on est capable de faire tourner dessus, en fait, un peu de tout, quoi. Alors, si je dis pas de bêtises, à la base, AWS, c'est des services qui étaient utilisés en interne par Amazon, qu'ils ont souhaité vendre, en fait, externaliser. Donc maintenant, c'est un peu le truc inverse. Je crois que maintenant, du coup, AWS fait aussi tourner le site Amazon. Je suis pas sûr, hein. Si t'as plus de détails, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Comme autre géant du web assez connu, il y a Netflix qui tourne sur Amazon. Si tu connais pas Netflix, là, je peux rien faire pour toi. Sur Google Cloud, on va avoir du Snapchat et une partie de YouTube, je crois. Et sur Azure, il y a sûrement plein de trucs, hein. J'ai pas cherché. Si t'es fan d'Azure, ne m'en veux pas. Mais il y a sûrement plein de trucs qui tournent aussi. C'est les 3 gros mastodontes. Alors tout ça, c'est cool, hein, mais moi j'ai envie d'avoir un truc vraiment où je passe beaucoup moins de temps à gérer mon serveur, mes déploiements et compagnie, et plus de temps à produire de la valeur, c'est-à-dire à coder mon application. Donc on va descendre un cran en dessous sur des plateformes qui sont un peu plus simples et qui proposent parfois des outils qui te permettent de gérer plus facilement, avec certes moins de détails et moins de contrôle, mais de gérer plus facilement ton application. Donc dans la liste, on va avoir des trucs comme DigitalOcean ou Heroku, et Heroku, je vais faire un petit focus dessus parce que finalement, c'est un truc qui, à la base, en plus, tourne sur AWS, te permet de déployer très rapidement une application dans les langages les plus utilisés du marché. Tu vas avoir une partie DevOps directement intégrée dedans parce que tu peux faire ce qu'on appelle la promotion de package. La promotion de package, en 2 mots, ça permet en fait de déployer exactement le même applicatif sur tous tes environnements en partant de la dev en allant vers la prod.
Pour s'assurer que tu publies exactement le code qui a été testé sur tes environnements de dev et de staging et autres en production, ça te permet d'avoir exactement le même package qui va être déployé successivement sur différents environnements. Bien sûr, la configuration va changer. Heroku, c'était un choix qui m'avait l'air très intéressant, mais il y a quand même besoin de gérer un minimum tes droplets. Les droplets, c'est une sorte d'unité propre à Heroku qui représente un serveur virtuel. Finalement, tu vas voir qu'il existe aussi des plateformes qui te permettent d'avoir beaucoup plus de services directement intégrés. Là, je commence à parler de plateformes sur des architectures serverless. Oui, le serverless, il y a des avantages, inconvénients. C'est comme n'importe quelle technologie, tu vas devoir faire des concessions. Là, à la question, est-ce qu'il faut partir sur du serverless, du cloud ou une architecture un peu plus classique? En fait, la réponse c'est toujours ça dépend. Ça va dépendre de ton budget, ça va dépendre de tes compétences, ça va dépendre de la taille de ton équipe, ça va dépendre de à quel moment tu veux arriver sur le marché. Il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu. Je le vois venir dans les commentaires. Ça sert à rien de se déchaîner. C'est un choix que j'ai fait parce que déjà, d'une, je suis tout seul. De deux, je veux produire très rapidement et je veux pas avoir à gérer de machines et compagnie. Donc, le serverless, c'est un modèle d'architecture qui te permet de développer une appli sans utiliser de serveur à proprement parler. Bien sûr, il y en a derrière, mais ils seront complètement abstrait, tu n'auras pas du tout à les gérer, à y toucher. Donc comment ça fonctionne? Globalement, tu vas avoir une application qui va être éclatée en plusieurs composants. Tu vas avoir ton front-end qui va être déployé sur un CDN, un Content Delivery Network. Côté back-end, tu vas utiliser ce qu'on appelle des Functions as a Service. Chez AWS, par exemple, ça s'appelle AWS Lambda. C'est des fonctions qui sont exécutées de manière quasiment totalement isolée et qui sont montées sur une machine à la demande, en fait. Donc finalement, tu vas appeler une fonction. Le cloud que tu utilises va popper une machine virtuelle ou un container, je sais pas exactement c'est quoi les détails ultra techniques derrière, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, on va popper une machine comme ça ou un container, on va charger ta fonction, on va l'exécuter et après on va tout cleaner et ciao bye bye. Donc finalement, ton code va se reposer sur une multitude de petites fonctions qui sont chacune isolées les unes des autres. Dans les trois alternatives que l'on trouve au niveau de la mouvance serverless, alors il y a des axes un peu différents. Il y a le framework serverless qui est un framework JavaScript qui te permet de te plugger au plus gros cloud du marché, donc Azure, AWS, Google Cloud. Et en fait, ça te permet d'abstraire un peu toute la partie vendor. La partie vendor, c'est-à-dire quelle est la plateforme cloud que tu utilises. Finalement, ça peut être intéressant parce que tu vas garder un certain standard dans ton code. Si un jour tu as besoin de changer de fournisseur cloud, tu vas pouvoir le faire sans complètement exploser toute ton appli. Ça te permet d'avoir une architecture serverless sans avoir ce qu'on appelle un vendor lock-in. Donc d'être complètement bloqué chez ton fournisseur si jamais tu devais changer. Bien sûr, tu auras quand même des trucs à modifier, tu auras quand même des données à migrer, tu auras quand même peut-être des services à adapter. Alors après ça, je me suis penché sur AWS Amplify et Firebase. Alors c'est deux services qui sont quasiment similaires, l'un est fait par AWS qui arrive un peu plus tard, l'autre est maintenu par Google aujourd'hui. Et donc c'est des services qui globalement te permettent de stocker de la donnée, mettre de l'authentification, stocker des fichiers, déployer une application, qu'elle soit front ou back-end, avoir accès à des fonctions as a service. Donc c'est vraiment tout ce qui m'intéresse pour mon projet. Alors juste avant de te donner le choix que j'ai retenu, je vais te parler un peu de serverless. Parce que finalement, comme n'importe quelle solution que tu vas choisir, il y a des avantages et des inconvénients. Tu sais très bien, en tant que développeur, souvent on a beaucoup d'a priori vis-à-vis de la techno. Et en fait, dès qu'il y a un truc nouveau, souvent tu vas avoir des réfractaires. Et je serais pas étonné de voir des commentaires du genre « Non mais t'aurais pu prendre une base SQL avec une petite API, ça aurait fait le taf ». Oui, mais c'est pas ce que je veux apprendre. Donc concrètement, ce que je retiens de serverless, pour l'instant, pas de serveur à gérer. Je publie du code et je peux avancer rapidement. La scalabilité, elle est intégrée, ça veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi et avoir une application performante, loin de là. Mais disons que t'as pas besoin de te prendre la tête à te dire là je vais avoir besoin de tant de machines si j'ai tant de charges sur mon site. Il y a tout un tas de services prêts à l'utilisation. Et ça, c'est un peu ce qu'on appelle un game changer. Ce que je vais retenir à utiliser, premièrement, l'authentification. Ça me permet de gérer mes utilisateurs, ça me permet aussi de gérer les droits d'accès. Si je fais une application qui va embarquer des vidéos uploadées par les utilisateurs, c'est quand même assez important que t'accèdes pas aux vidéos de ton voisin. Des services de stockage, là je vais quand même avoir besoin de stocker pas mal de gros fichiers. On parle quand même de vidéos. Je pense que d'ailleurs je vais devoir limiter la taille des vidéos parce que si t'as un gars ou
même moi qui upload des vidéos de 5 gigas, ça peut poser problème, on va revenir juste après. Je vais avoir besoin de function as a service, là je vais mettre du code back-end, je pense pas en avoir énormément, quoique j'ai un bon module de découpage de vidéos qui m'attend, et celui-là je pense qu'il va être assez costaud. D'ailleurs c'est même pas dit que je puisse le faire en function as a service parce qu'elles ont certaines limitations, notamment par rapport au temps d'exécution et par rapport à la mémoire allouée. Tu te doutes bien, si j'ai une fonction qui est limitée, je sais pas moi, à 256 mégaoctets de mémoire vive allouée et que je charge une vidéo à découper, je suis même pas sûr que FFmpeg fasse pas péter la fonction. Donc ça, tu vois, c'est le genre de truc que je vais devoir tester. Le monitoring est intégré, tu as une partie analytics et aussi tu peux gérer de la configuration et tu peux même, dans certaines plateformes, gérer de la configuration à distance. C'est-à-dire qu'en gros, tu définis des flags que tu veux utiliser dans ton code et tu peux modifier ces configurations pour un certain groupe d'utilisateurs. Ça te permet par exemple de faire du feature flagging, c'est-à-dire que tu vas activer une fonctionnalité juste pour une partie de tes utilisateurs. Donc tu as vraiment tout un tas de briques que j'aurais pas à redévelopper, que j'aurais pas à gérer, tout est embarqué, t'as plus qu'à connecter et ça c'est vachement important et vachement intéressant si tu veux aller vite, si tu veux aller très vite. Il y en a beaucoup qui me diront mais non, mets ça dans une base SQL avec une API, mais en fait, j'ai pas envie de passer du temps à configurer ça, parce que oui, même si t'es expert SQL avec une API en ce que tu veux, tu vas passer du temps à maintenir tout ça. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, tout n'est pas si rose. Il y a quand même des inconvénients qui peuvent être très lourds de conséquences. Premièrement, c'est le pay as you go. En fait, tu vas payer à l'usage. Dans un cloud classique, tu vas payer tant que ta machine est allumée, par exemple. Tant qu'elle tourne, tu vas payer. Tu sais combien tu peux payer par mois, donc ça c'est cool parce que d'un point de vue facturation, tu sais que tu peux pas, entre guillemets, dépasser un certain seuil. Là, sur un mode serverless, je paie vraiment au détail à l'utilisation. Donc je vais payer par appel de fonction, je vais payer par gigaoctet de stockage utilisé, je vais payer par appel vers les API d'authentification, ce qui veut dire que tes coûts vont augmenter en même temps que ton nombre d'utilisateurs. Alors bien sûr, si tu as des coûts qui augmentent de manière exponentielle, c'est que tu as raté quelque chose quelque part. C'est aussi pour ça que pour certains types de projets, c'est pas forcément adapté. Si c'est sur un projet où tu penses avoir 100 000 utilisateurs avant de trouver comment tu vas le monétiser, là clairement tu vas avoir un petit problème. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle en anglais le vendor locking, c'est qu'en fait, si je pars sur une solution serverless, il y a de fortes chances que je reste bloqué sur cette plateforme. C'est-à-dire que si je veux prendre mon code et le mettre sur une autre plateforme, je vais devoir réécrire partiellement ou la totalité de mon code. Encore une fois, là je suis pas en train de te dire que on crée un projet avec une équipe de 15 développeurs chez un client, c'est un projet perso, donc le vendor locking, j'en ai strictement rien à faire. C'est pas le sujet. Bien sûr, ça va dépendre de ton projet, de ton budget, tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte, et c'est à toi de faire le bon choix en fait, en emmagasinant assez de connaissances pour pouvoir choisir le meilleur outil pour le job. Dernier inconvénient qui n'en est pas un pour moi, c'est que si t'es pas capable de poser ton cerveau et de réapprendre à développer une application, ça va être très compliqué pour toi de te mettre au serverless parce qu'il y a plein de paradigmes qui vont changer, il y a plein de choses qui sont des bonnes pratiques dans une architecture un peu plus classiques qui ne sont pas forcément en serverless. C'est la même chose pour SQL et NoSQL. Un exemple tout bête, en NoSQL, c'est une bonne pratique de dupliquer de la donnée parce qu'on va viser la disponibilité. Admettons que tu as une collection qui recense des livres. Et en fait, les données de l'auteur, tu vas les copier dans le document qui contient les livres. Et c'est pas gênant parce que c'est rare qu'un auteur change de nom, donc déjà de base, t'as pas forcément besoin de le mettre à jour. Quand bien même t'aurais besoin de le mettre à jour, sur ces plateformes-là, t'as des mécanismes qui sont intégrés à la plateforme qui te permettent de mettre à jour rapidement ces données. Donc finalement, tu vois que le sujet de la normalisation vs dénormalisation, c'est un peu un faux sujet quand on oppose SQL et NoSQL. C'est vraiment deux technos qui ont des usages bien spécifiques. L'un ne remplace pas forcément l'autre, c'est ça qu'il faut comprendre. D'ailleurs, si une vidéo à ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et donc mon choix s'est orienté sur Firebase. Alors oui, toujours dans l'optique d'aller vite, d'apprendre des nouvelles choses, de shifter un peu de paradigme, ça me permet vraiment de voir autre chose. J'ai toujours effleuré la surface du serverless et j'ai jamais vraiment plongé dedans. Il y a quelques années, j'utilisais parse.com qui était à l'époque le concurrent de Firebase, qui a été racheté par Facebook et ils ont tué la poule dans l'œuf. Donc ça va me permettre de commencer à coder le plus rapidement possible. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à faire des petits prototypes histoire de voir comment ça fonctionne. Dès que ce sera prêt, et si tu regardes cette vidéo d'ici quelques semaines ou mois, je te mettrai
un GitHub dans la description, ça te permettra de voir un peu le code que j'ai produit vis-à-vis de ça. Finalement, le plus gros challenge, ça va être de faire de quoi éditer une vidéo dans le navigateur, ça va pas être le reste, hein. Et ce qui est important et intéressant avec Firebase, c'est que vu que c'est la plateforme Google, quand tu crées un projet Firebase, ça crée automatiquement un projet Google Cloud. Donc, les parties que je ne pourrais pas ou difficilement faire en Firebase, je migrerai ces modules-là vers Google Cloud. Et j'ai déjà ma petite idée derrière ça, c'est que la partie découpe de vidéos sera peut-être sur un serveur à part, donc un serveur autoscalable, un App Engine je crois. Ça me permettra de décharger et de pas charger ça dans une fonction as a service. Donc je reprendrai mon petit schéma d'architecture et tu verras que tout a vraiment un sens et je te ferai une petite mise à jour sur qui va où, qui fait quoi. Donc pour faire le lien avec les fonctionnalités de Firebase, je vais utiliser la partie hosting pour déployer mon front-end, je vais utiliser Cloud Firestore pour stocker mes données, Cloud Storage pour les vidéos, et les Cloud Functions en guise de back-end. Bien sûr, je me réserve le droit de migrer des trucs sur App Engine si besoin. Authentication pour gérer les droits d'accès et la connexion, et Remote Config pour essayer d'activer ou de désactiver des nouvelles features. Donc finalement, au niveau des coûts, alors je te laisserai aller voir sur le site de Firebase, il y a ce qu'on appelle un free tier, donc tu as une partie gratuite qui est assez conséquente, il y a pas mal moyen de s'amuser, de commencer à tester pas mal de choses gratuitement. Tu dois juste par contre établir un compte de facturation, donc mettre ta carte pour avoir accès au Cloud Function directement sur la plateforme. Donc ça c'est un petit inconvénient, mais en soi si tu fais pas de bêtises, si tu fais pas n'importe quoi, t'as quasiment aucune chance de te faire facturer pour rien. D'ailleurs si jamais tu as envie de lancer un vrai projet avec Firebase, peut-être que tu vas potentiellement avoir besoin de limiter certaines fonctionnalités de ton application pour ne pas taper en fait dans les limites de la facturation. Je te donne un exemple tout simple, la partie storage dans mon cas va stocker des vidéos, donc c'est des fichiers qui sont très très gros, et typiquement si je devais faire un pricing, le pricing serait en fonction de la taille du stockage que l'utilisateur va utiliser. Dans ce cas-là, il faudrait que finalement je refacture entre guillemets le stockage utilisé pour rentrer dans mes coûts. Alors pour conclure, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de bonne solution. Ça sert à rien de poser la question, quelle est la bonne solution pour? L'idée en fait c'est déjà de te faire ton propre avis. Pour me faire mon avis sur Firebase, j'ai commencé à installer le minimum sur ma plateforme, me créer un compte, commencer à jouer un peu avec. Souvent on pose la question en espérant qu'il y ait une réponse universelle. C'est pas du tout le cas. À chaque fois il va falloir que tu prennes des concessions, il va falloir que tu prennes une décision. Et moi la décision elle a été impactée par ce que j'ai envie d'apprendre ou est-ce que j'ai envie de passer mon temps. Donc surtout, ne me mets pas en commentaire, est-ce que je peux utiliser Firebase pour faire tel projet ou tel projet? L'idée c'est vas-y, essaye. Teste-le et puis mets-moi un commentaire si tu as réussi à faire quelque chose avec Firebase ou avec autre chose. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like si tu as aimé la vidéo. L'abonnement, j'espère que c'est déjà fait. Appuie bien sur la cloche pour avoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Si t'es pas encore fait et que ça t'intéresse, tous les matins à 9h, tu reçois un email. Le lien pour l'inscription aux emails privés est juste en dessous. C'est le premier lien dans la description. Pour le rythme des épisodes, ça va fluctuer en fonction de où est-ce que j'en suis au niveau du code. Bien sûr, le but, c'est pas de faire juste du blabla. C'est un peu de te montrer l'avancement au fur et à mesure. Donc ne t'étonne pas s'il se passe 1 ou 2 semaines, voire plus, pendant lesquelles il n'y a pas d'épisode. Je le garde en tête et on va aller au bout de ce projet où on va aller jusqu'à l'échec, mais c'est pas grave, on va tout documenter. Sur ce, moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!